Leur tactique, volonté de cliver, coup politique soigneusement préparé. On en parle avec Aurore Berger, qui est députée La République En Marche des Yvelines et présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Agnès Evren est-elle députée européenne et porte-parole du mouvement Les Républicains, et de Valérie Pécresse dans son nouveau dispositif de campagne. Le professeur Jean-Michel Constantin est lui chef du service de réanimation chirurgicale et polyvalente à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes secrétaire général de la Société française d'anesthésie et de réanimation. Enfin, Benjamin Duhamel, journaliste politique à BFM TV. Mais d'abord, les coulisses de cet entretien. Écoutez ce que racontait Olivier Beaumont, journaliste politique au Parisien. Notre confrère a participé à cette interview avec les lecteurs de son journal et notamment les réactions quand Emmanuel Macron prononce les mots qui font scandale. L'interview, elle a duré un peu plus de 2 heures. Et cette fameuse question, où il y avait plusieurs thématiques dans cette interview, que ce soit sur l'Europe, sur le sanitaire, sur l'enseignement, sur la campagne électorale aussi. Et elle intervient dans la partie sanitaire qui était aux environs de 1h10, 1h20. Et donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est pas une phrase qui sort tout de suite au moment où l'interview commence. Elle arrive à un moment de l'interview où le climat, il est installé avec les lecteurs. Et cette phrase, il faut la remettre aussi dans son contexte. Et elle vient au bout d'une démonstration. Il explique que depuis le mois de mai, depuis l'instauration du pass sanitaire, il fait la guerre. Il fait la guerre contre tous ceux qui refusent de vacciner. Il explique qu'ensuite la deuxième étape, ça a été le fait de mettre payant les tests. Et donc la troisième étape, c'est le fameux pass vaccinal. Donc ça vient au bout d'une logique. Et quand il arrive au bout de cette démonstration, nous, les quelques journalistes du Parisien qui étions présents pour cette interview, bien sûr, on a tiqué, comme on dit. On s'est dit que cette phrase allait sûrement faire réagir. Mais les panélistes n'ont pas plus réagi que ça. Je précise que quand ils le prononcent, le ton est tonique, mais il n'est pas agressif. Benjamin, c'est une interview qui a évidemment été relue par l'Élysée. Oui, absolument. Alors Olivier Beaumont précise que c'est une relecture de courtoisie et qu'il ne s'agit pas de biffer une phrase ou de réécrire totalement. D'ailleurs, ça aurait été absurde dans la mesure où c'est face à des Français qui sont avec les journalistes du Parisien pour faire cet entretien. Mais il faut bien voir les choses. Dans l'entourage du chef de l'État, quand on interroge en coulisses des proches d'Emmanuel Macron, ils disent ce n'est pas une petite phrase. On ne peut pas la mettre dans la même catégorie que le traverser la rue pour trouver un emploi ou il y a dans des gares ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. C'est en quelque sorte une phrase qui dit véritablement quel est l'état d'esprit du chef de l'État. Il peut y avoir un débat sur les mots, sur le fait de savoir si un président peut s'adresser comme il l'a fait en utilisant les mots emmerdés, même s'il faut toujours rappeler que c'est une référence inversée à Georges Pompidou. Arrêtez. On va y revenir. Les Français. Mais en réalité, c'est vraiment symptomatique d'une stratégie politique qui consiste à consolider un socle électoral d'Emmanuel Macron pro-vaccin, pro-science, et par ailleurs de faire le pari d'une forme de radicalité de l'opinion et d'une partie croissante de gens qui seraient exaspérés par ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. D'un mot, Yves, malgré tout, il y a un risque pour le chef de l'État, c'est celui d'apparaître comme quelqu'un qui clive en permanence et qui, après nous avoir fait le numéro au mois de décembre du « j'ai changé ». J'ai appris à aimer les Français. Vous vous souvenez sur TF1, on l'avait d'ailleurs commenté sur ce plateau. Le lendemain, eh bien quelqu'un qui, sans doute parce qu'il est en train de passer progressivement de président à candidat, rechange de nouveau sa façon de parler et donc perd un petit peu les Français dans ce lien qu'il essaye de raccommoder avec eux. Nous avons une enquête ce soir, Aurore Berger, qui nous dit que 53 des Français sont choqués par l'emploi du terme emmerdé. Comment vous le percevez ? Je comprends que l'opinion puisse être divisée à 50-50 pour savoir s'il aurait dû ou pas utiliser le terme. La question qui est posée derrière est beaucoup plus fondamentale par le président de la République. C'est concrètement, quelle est la stratégie vaccinale qui doit être la nôtre? C'est ça la seule question en fait qui prévaut. Est-ce que oui ou non, il faut continuer à convaincre les Français de se faire vacciner? Et quand on n'a pas réussi à les convaincre par des arguments scientifiques, des arguments médicaux, est-ce qu'il faut faire peser plus On peut peut-être les convaincre avec une autre formule, non ? Ça fait 1 an. Ça fait 2 ans qu'on connaît cette crise, mais 1 an qu'on a démarré la campagne vaccinale. On a démarré la campagne vaccinale avec 65% des Français qui disaient « je ne me ferai pas vacciner, je ne crois pas au vaccin, je ne me ferai pas vacciner ». On a vu que ça s'était complètement inversé, ce qui est quand même très rassurant sur ce que pensent les Français de la science, de nos progrès scientifiques et de la médecine. Mais on a encore une frange de Français qui aujourd'hui nous disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner et qui même le revendiquent, qui parfois le revendiquent de manière véhémente, menaçante, qui nous insultent, qui insultent les soignants. Enfin, on l'a malheureusement en tant qu'élu également vécu, en tant que journaliste j'imagine aussi. Et donc, à un moment, on doit aussi clairement et nettement dire les choses. Oui, on a des Français qui, dans les postures qui sont les leurs, dans le refus de se faire vacciner, sont responsables du fait qu'on a aujourd'hui en réanimation 9 personnes sur 10 en moyenne qui ne sont pas vaccinées. Et ça,
C'est intolérable parce que c'est évitable. Aurore Berger, il y a un double paradoxe. 53% des Français nous disent être choqués par l'expression du président de la République. Ça revient à dire, c'est quand même pas très digne dans la parole du chef de l'État. Hein. Je le dis avec mes mots, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Absolument. Et puis en même temps, on a quasiment 90% de Français, en tout cas parmi ceux qui étaient éligibles, qui ont été vaccinés. Donc il est bien entré en campagne. Il le dit d'ailleurs dans cette interview parce qu'il répond « oui, j'ai envie » à une Française qui lui pose la question. Et on a un président qui maintenant et dans une autre perspective, il nous a dit les choses. Il est rentré dans sa campagne présidentielle. La première perspective qui est la nôtre, on est... Vous voulez bien répondre à ma question, elle est politique, et je pense que vous l'avez très bien compris. Mais encore une fois, la question, si c'est sur la posture du président de la République, la campagne ou pas, c'est lui qui décidera, je ne vais pas le redire 10 fois, c'est lui qui décidera à partir du moment auquel il sera candidat, et il le dira de manière très claire. J'ai envie, dit-il dans l'interview. Voilà, c'est très bien. J'ai moi aussi envie qu'il le soit. Voilà. C'est à mon avis un secret pour personne que j'ai envie qu'il le soit, et probablement qu'il ait envie de l'être. Par contre, la question qu'on a aujourd'hui, encore une fois, c'est comment on fait pour que les Français qui ne sont pas vaccinés puissent l'être, qu'ils n'engorgent pas nos réanimations, qu'ils ne mettent pas en danger tout simplement la solidarité qui doit pouvoir prévaloir en période de crise. Agnès Evren, vous faites partie des 53% de Français qui ont été choqués? Oui, complètement, parce que je trouve que ce n'est pas digne d'un chef d'État. Vous savez, la politique, j'ai toujours considéré que c'était d'abord et avant tout une affaire de comportement. Les Français nous regardent. Et un président de la République, il doit être au-dessus de la mêlée. Il doit parler à tous les Français. Il doit fédérer, il doit rassembler. Il est dans la tradition de la Ve République, le garant de la cohésion nationale. Et donc, il est là pour protéger et non pas pour emmerder une partie de ses concitoyens. Vous n'avez jamais été choqué par des propos de Nicolas Sarkozy, président de la République? Mais bien évidemment. Sauf que vous savez très bien que ces propos arrivent après une séquence où il avait dit j'ai appris à aimer les Français. Et même ça, je trouve qu'en fait, il a une drôle de relation avec les Français. Quand on dit j'ai appris à aimer les Français, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'apprentissage pour aimer les Français. Enfin, c'est là où on se dit que Chirac, par exemple, aimait les Français. Il avait un capital sympathie, il aimait profondément. Et d'ailleurs, je pense que les Français ressentent qu'il ne les aime pas en quelque sorte, parce qu'il a souvent... Il reçoit une hostilité très violente à son endroit, je trouve. Et donc, ce que je regrette, c'est que, même si sur le fond, bien sûr, nous aussi, on est déçus de voir que 10% de vaccinés empêchent, en effet, probablement, qu'on sorte de cette épidémie le plus rapidement possible. Est-ce que vous ne jouez pas un peu ce soir la prude? Le président Pompidou avait employé cette formule. J'ai envie de vous dire, c'est devenu une formule assez courante. Non, mais ça va au-delà. Il ne faut pas emmerder les Français. Je veux dire, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Vous savez, je vais vous dire un truc. En fait, ça va au-delà de la formule. La vraie raison, c'est qu'en fait, il est en train de dire c'est moi ou le chaos. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le choix. Il l'avait fait déjà aux élections européennes où, en fait, il essaie, à mon avis, de renforcer, en quelque sorte, les anti-vax. Et ça, il joue avec le feu. Parce qu'à force de dire c'est moi ou le chaos, un jour, on aura le chaos. Et donc, le débat démocratique voudrait... Vous savez, j'ai le sentiment, d'ailleurs, depuis 5 ans, qu'il a passé son temps à essayer systématiquement de déstructurer toutes les oppositions systématiques qui lui étaient faites. Attendez, il y a des forces politiques d'opposition. Il essaie de les déconstruire systématiquement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, c'est une atteinte au débat démocratique de dire, en gros, vous n'avez pas le choix, c'est moi ou le chaos. Aurore Berger, vous posez une question? Non, mais les oppositions n'ont pas toujours eu besoin de nous pour être déconstruites. Et que depuis 48 heures, ce qu'on vit à l'Assemblée nationale est quand même assez peu digne d'un débat parlementaire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Suspension de séance sur suspension de séance, rappel au règlement sur rappel au règlement. Quand on est au sein de l'Assemblée nationale, on est là pour débattre et faire la loi. Quand on est sur un plateau de télévision, on est là pour faire du commentaire et on est là pour faire du débat politique. C'est le président qui avait parlé d'une recomposition politique. On est dans une sinistre décomposition. Vous vous rendez compte de ce qui se passe à l'Assemblée? Alors que votre candidate à l'élection présidentielle a annoncé... Non, mais il y a quand même un décalage entre l'obstruction qui a lieu à l'Assemblée, de fait, et pardonnez-moi... C'est pas les LR, en l'occurrence. C'est l'amateurisme du gouvernement qui a été responsable d'une situation. Il n'était pas suffisamment mobilisé en séance pour voter une prolongation du débat. En tout cas, vous êtes en forme toutes les deux. Hein. Alors, Jean-Michel Constantin, ça vous inspire quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il a surtout dit ce que pense une majorité de soignants. Alors, il l'a dit avec ses mots, mais... Pas que les soignants, honnêtement, on peut débattre de emmerder ou pas. Moi, je crois que j'aurais pas choisi le terme emmerder parce qu'il y a quand même une connotation de... D'ailleurs, il le dit, j'ai envie d'eux. Oui. Moi, pour rester dans sa sémantique habituelle, j'aurais dit il faut leur mettre une pression de dingue aux non-vaccinés. Il faut que la vie devienne insupportable quand on n'est pas vacciné, de telle sorte que il y a 1 ou 2% qui sont pas récupérables, il faut même pas discuter avec. Mais de telle sorte que ceux qui sont encore récupérables et qu'on peut ramener dans la raison à se faire vacciner, on les amène là-dedans. Après, on peut discuter emmerder ou pas, mais je crois qu'il faut vraiment appuyer. Et en tant que soignant et en tant que scientifique,
Moi, j'ai apprécié le fait qu'on appuie là où ça fait mal. C'est-à-dire, il faut aller dans ce sens-là. Dites donc. Il faut arrêter de faire de la pédagogie de base. Ça ne marche plus au salon. Et si ça marchait, cette provocation présidentielle, parce qu'Olivier Véran vient d'annoncer qu'on avait 66 000 primo-vaccinés depuis la tenue et en tout cas l'officialisation de ces propos. Mais tant mieux. Ce ne sont pas des propos qui lâchent au milieu d'une nuit noire. On est d'accord. Et tout le monde pousse pour que les gens soient vaccinés. Donc c'est sûrement un effet booster, comme la 3e dose. Mais... Ou le pass sanitaire. On va voir. Une accélération grâce à ça. On va voir ce qu'en pensent les intéressés. Anaïs Kroutz, vous êtes devant une pharmacie d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. C'est le département d'Île-de-France qui est le moins vacciné. Dans les files d'attente, comment ont réagi ceux que vous avez rencontrés aux propos présidentiels ? Eh bien, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, eh bien, les avis sont unanimes sur les propos du président de la République. D'une part, sur la forme, vous l'avez dit, c'est le mot emmerdé qui a marqué les esprits, un mot qui ne devrait pas être prononcé par un chef de l'État. Et puis, sur le fond aussi, ce que beaucoup nous disent, c'est qu'on est loin d'un discours rassembleur attendu par un président de la République et que ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu, attiser un climat social qui est déjà très tendu. Je vous propose d'écouter ces habitants que nous avons rencontrés. C'était avec Sébastien Savoie et Philippe Gailloux. C'est irresponsable de sa part d'un homme qui normalement a une stature, une position de chef d'État, dire qu'on emmerde les gens, etc. Je trouve que les gens ils se font vacciner ou ils se font pas vacciner. Après c'est leur responsabilité. Je respecte tout à fait les gens qui sont non vaccinés et je trouve ça complètement irrespectueux, surtout de la part d'un chef de l'État. Est-ce que ça va changer si je suis vacciné? Est-ce que le Covid il va disparaître? En fait, c'est le plus important, c'est pour éradiquer la maladie qu'on se vaccine. Mais ça, il n'y a vraiment aucune différence et il n'y a aucune promesse. Donc nous, on attend pour être sûr, parce qu'il s'agit de notre vie. Pour moi, c'est pas normal. Le président doit avoir un discours pour toute la population, que ce soit pour les vaccinés, pour les non-vaccinés, et respecter le choix de chaque personne. Ce que nous ont expliqué aussi d'autres personnes non vaccinées que nous avons croisées, c'est que finalement les propos visés du président de la République ne changeront rien à la situation actuelle puisqu'ils ne comptent pas changer d'avis et ils continueront encore à refuser ce vaccin. Merci beaucoup Anaïs Kroutz. Alors je me tourne une nouvelle fois vers vous, professeur Constantin. Qu'avez-vous envie de dire à cette jeune femme qu'on vient d'entendre qui dit « Qu'est-ce que ça va changer si je suis vacciné ? Qu'est-ce que ça va changer si je suis vacciné ?» Mais ça va tout changer. Ça va faire que le virus va... Elle dit en quoi ça va faire disparaître le Covid. Mais évidemment que ça va le freiner, que ça va arrêter, ça va le faire disparaître au long terme, ça va arrêter les formes graves. Les gens qui ont des doutes comme ça, c'est pas pour protéger les soignants, c'est pas pour rendre service à Pierre ou Paul. Je voudrais qu'ils viennent, moi, voir les gens qui ont 40 balais, qui sont en réa, qui avaient le doute sur la vaccination. Et puis, je voudrais qu'ils se mettent à ma place. Vous savez, nous, ce qui est dur, c'est pas d'avoir du boulot, on en a tout le temps. C'est à 3h du matin de prendre le téléphone, d'appeler une mère pour lui dire votre fille est morte. C'est, vous savez, le téléphone qui réveille au plein milieu de la nuit, lui dire madame, votre fille est morte, on n'a rien pu faire. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'on se vaccine, c'est pour protéger ces gens-là. Donc oui, il y en a marre d'entendre des trucs. On attend, on va avoir des doutes. Non, il y a plus moyen d'attendre et les preuves, on les a. Vous avez regardé d'un peu plus près le sondage que nous publions ce soir? Oui, simplement. Donc, il faut rappeler 53% des personnes qui se disent choquées, mais c'est intéressant quand on regarde dans le détail, parce que objectivement, il n'y a pas de surprise quand on voit que la gauche et le Rassemblement national sont majoritairement choqués. En l'occurrence, les proportions, 53% choqués. Non, alors le total gauche, pour être très précis, 62% choqués. Et quand on parle, par exemple, du Rassemblement national, ils sont 65%. Mais en l'occurrence, quand on parle des sympathisants de droite, et on voit bien que la droite, sur la question de la crise sanitaire, a un peu de mal à se positionner parfois. Vous avez par exemple un des porte-parole de Valérie Pécresse, un de vos collègues, Aurélien Pradier, qui a voté contre le pass vaccinal alors que Valérie Pécresse, elle, se dit favorable au pass vaccinal. Eh bien, comment ont réagi les sympathisants de droite aux phrases d'Emmanuel Macron? Eh bien, 54% se disent pas choqués, là où 46% se disent choqués. Ce n'est pas une majorité très nette, mais il n'empêche que c'était aussi sans doute un des objectifs d'Emmanuel Macron de fracturer certaines oppositions qui, objectivement, ont parfois un peu de mal à gérer cette situation sanitaire. Pour faire un commentaire un peu plus large sur le sondage, il faut quand même dire qu'il sera difficile pour le gouvernement de revendiquer l'argument de la majorité silencieuse, parce qu'il n'y a pas de majorité silencieuse qui est favorable à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Par contre, si on voit le concert des oppositions qui se sont coalisées pour pousser des cris d'orfraie sur les phrases qui avaient été prononcées, là encore, le sondage ne reflète pas tout cela. Et enfin, j'en termine d'un mot, il faudra aussi voir quel sera l'effet à plus long terme. Parce que ce type de phrases-là peuvent coller à l'image d'un président que l'on a décrit pendant 4 ans comme distant, arrogant, manquant d'empathie. Aujourd'hui, on voit ce résultat du sondage. Peut-être que dans 1 mois, 2 mois, dans un débat, par exemple avec un politique, cela pourra lui être
renvoyés. Donc là encore, il faut aussi rester prudent par rapport aux chiffres que l'on voit ce soir. Sauf que 90% des Français ont fini par les se faire vacciner au moins une fois. Vous avez raison. Ce qui reste un chiffre absolument faramineux que nous n'aurions même pas imaginé au début de la pandémie. Vous avez tout à fait raison Yves, mais dans ces 90%, ce n'est pas forcément 90% de gens qui sont favorables au fait de dire, de dire ce type de phrase. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas toujours joué cette carte offensive. Souvenez-vous, c'était lors de ses vœux aux Français, il prônait la bienveillance au contraire. J'ai travaillé, et nous avons travaillé sans relâche depuis bientôt 5 ans, à faire progresser notre pays dans l'unité aussi, chemin bien difficile. Car il est si aisé d'opposer les générations, les catégories sociales, les origines, les territoires, mais chemin nécessaire. Car lorsqu'il est rassemblé, rien ne peut résister au peuple français. Restons unis, bienveillants, solidaires. Un président qui récemment nous expliquait avoir largement changé. Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que c'est jamais bon et c'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Et donc j'ai appris. Après... Ça dit quelque chose de vous quand même. De ce que j'ai été et sans doute que j'ai appris. Et qu'est-ce que ça dit de vous à l'époque alors? Cette volonté de transgresser, de bousculer, de ne pas céder à une forme de conformisme. Qu'en est-il lui-même, Aurore Berger? Une question qu'on peut légitimement se poser, parce qu'on avait eu le droit aussi au Gaulois réfractaire, qui était plutôt une formule amusante. Mais voilà, je vois que je vous fais sourire, mais vous vous posez la question de temps à autre? Non, mais rassurez-vous, moi, j'ai pas trop d'inquiétude de savoir à la fois ce qu'il pense et qui il est. Mais quand je réentends, en effet, les propos qui ont été les siens lors de ses vœux aux Français, il parle d'unité. Mais qui fracture l'unité du pays? Est-ce que c'est le président de la République quand il dit on va mettre plus de contraintes, en effet, sur ceux qui ne sont pas vaccinés et qui aujourd'hui engorgent nos réanimations, qui aujourd'hui... On a eu des témoignages de soignants qui nous ont dit on n'arrive même plus parfois à avoir de l'empathie pour les personnes qui arrivent en réanimation et qui ne sont pas vaccinées. Pour que des soignants en viennent à dire cela publiquement, ça montre le niveau incroyable d'exaspération et qu'on peut comprendre. Donc la seule question, encore une fois, qui devrait exister, on peut faire de l'exégèse pendant des jours sur est-ce qu'il faut employer tel mot ou tel autre. Moi, je l'assume. J'ai aucun problème à dire qu'en effet, il faut ajouter de la contrainte et qu'il faut, pour reprendre le terme du président de la République, emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés parce que c'est eux aujourd'hui qui, en effet, fragilisent notre pacte social et fragilisent notre pays, fragilisent nos réanimations, fragilisent la vie économique et sociale de notre pays. Mais moi, ce que je veux, c'est que chacun se positionne, que les oppositions nous disent clairement ce qu'elles auraient fait de différent, si ce n'est pas le pass vaccinal, alors qu'elles nous disent ce qu'elles auraient fait. Moi, je n'ai toujours pas compris la position des LR. Le seul vote que nous avons eu depuis le début de ce débat, c'est une majorité de députés LR qui a voté contre le pass vaccinal. C'est le seul député porte-parole de Valérie Pécresse. Il n'y a qu'un député, en tout cas à l'Assemblée nationale, porte-parole de Valérie Pécresse, Aurélien Pradé, il a voté contre. Alors, quand Valérie Pécresse nous dit « je suis une chef », et une chef c'est fait pour cheffer, soit elle tient pas ses troupes, et chacun pense ce qu'il veut, mais dans ces cas-là, il ne fallait pas nous dire que nous, parfois, il y avait du en même temps, il faut essayer d'être un peu cohérent dans la critique. Par contre, quand on parle de prévention, quand on parle de protection sanitaire, quand on parle de pass vaccinal, il faut savoir où on habite. On est pour, on est contre. Si on est contre, on fait des propositions alternatives très claires qui ne sont pas juste de retarder la rentrée des classes, parce que moi je me félicite qu'on ait eu une rentrée des classes et que nos enfants soient à l'école. Et qu'encore une fois, je préfère avoir des enfants à l'école et des non-vaccinés qui ne vont pas au resto. Vous savez où vous habitez? On sait parfaitement bien où on habite, mais d'abord pour réagir sur les paroles du président, il y a un côté frénétique chez lui. C'est-à-dire que c'est compulsif. Il ne peut pas s'en empêcher en fait d'avoir des paroles qui sont tout le temps méprisantes, provocantes et même stigmatisantes. Ce que je regrette, c'est quand il dit il faut maintenant être unis, il faut être bienveillant. Moi, ce que je constate, c'est que jamais notre pays n'a été aussi fracturé, morcelé entre des opinions, entre des générations, entre des territoires. Nous, notre ADN à droite, c'est très simple. C'est la liberté et la responsabilité. On est un parti de gouvernement. Et il y aura une majorité pour voter, évidemment, ce pass vaccinal. Mais vous citiez l'exemple de Aurélien Pradié. La politique, c'est aussi avoir des convictions et une cohérence politique. Il était au départ contre le pass sanitaire. Tout à coup, parce qu'il devient porte-parole de la présidente. C'est elle qui l'a choisi. Elle aurait pu choisir d'autres porte-parole. Pourquoi le choisir lui comme ambassadeur à l'Assemblée nationale s'il est contre le pass vaccinal? Il ne renie pas ses convictions. En revanche, on est une famille avec plusieurs sensibilités. Mais sur dans les sensibilités, il y a forcément des divergences. Mais on aura une majorité qui votera le pass vaccinal. Parce qu'encore une fois, nous sommes une famille en responsabilité. Et donc la responsabilité, c'est évidemment de protéger les Français. Je veux dire, on est un parti de protection
Non, mais moi j'attends de voir. Et Valérie a toujours. Cette nuit, il y a je une tiens aussi à préciser que Valérie a toujours été transparente. On a toujours évidemment soutenu à 1000% la vaccination, considérant que c'était une chance. Dans le pays de Pasteur et des Lumières, la vaccination est une chance et on appelle évidemment tous les non-vaccinés à aller se faire vacciner. Et deuxièmement, encore une fois, elle est pour le pass sanitaire, elle ne s'y oppose pas et la majorité ne s'y oppose pas non plus. J'aimerais qu'on parle des citoyens, parce que je pense que c'est sans doute le propos en fait le plus, si on a envie d'être choqué, le plus heurtant qu'il ait tenu. Quand il évoque ces irresponsables qui ne sont plus des citoyens, il tient cette fois des propos beaucoup plus graves en fait sur le fond. Vous êtes d'accord ? C'est vrai que cette phrase interroge, parce que d'abord, elle consiste à mettre de côté, à la marge de la communauté nationale, ceux qui ne se font pas vacciner. Oui. On peut décider de mettre une pression morale, de mettre une pression civique, mais c'est vrai que ces propos interrogent d'autant plus que si on va au bout de la logique, si on considère que ceux qui ne se font pas vacciner ne sont pas des citoyens, ou sont des citoyens de seconde zone, dans ce cas-là, il faut assumer de mettre en place la vaccination obligatoire. C'est exactement. Parce que la réalité, c'est que ces gens-là, on peut les contester, on peut effectivement considérer qu'ils contribuent à ce que le virus continue de circuler. Je parle sous votre contrôle, docteur. Mais ils ne sont pas hors la loi. Ils peuvent être immoraux, amoraux, pas suffisamment civiques, mais ils ne sont pas hors la loi. Et donc c'est sans doute là qu'il y a une contradiction. Alors le chef de l'État répond dans le Parisien en disant la vaccination obligatoire, moi il faut qu'on m'explique comment on la met en œuvre, comment on contrôle, avec quelles amendes. La réalité, malgré tout, c'est qu'il y a cette contradiction et qu'il faut quand même dire, Yves, qu'en Europe, des pays comme l'Autriche, vraisemblablement l'Allemagne, vont vers une vaccination obligatoire et que des forces politiques en France, par exemple le Parti socialiste, la propose depuis quelques mois. Donc ça, c'est effectivement un sujet et une contradiction. Et nous y reviendrons largement dans notre deuxième dossier d'actualité tout à l'heure. Vous êtes favorable, vous, à la vaccination obligatoire ? J'ai un problème avec la vaccination obligatoire, c'est que les vaccins obligatoires en France, c'est pour les enfants. Donc la sanction, c'est l'entrée à l'école. Oui. Pour les adultes, je vois pas où aller la sanction. À mon sens, la seule sanction, c'est ce que de toute évidence, vous avez tous l'intention de voter, et je sais très très bien, c'est le pass vaccinal, qui sera une impossibilité de vivre normalement si on ne l'a pas. Et je suis plus favorable à ça qu'une vaccination obligatoire, où si on n'a pas la sanction qu'il faut pour qu'elle se mette en place, c'est impossible. On va tomber sur quelque chose qui ne sera pas suivi et qui va rajouter un peu plus de défiance. Et bien justement, au même moment, le débat sur le pass vaccinal tourne à la fois d'empoigne à l'Assemblée, vous l'avez parfaitement compris. Là encore, le texte est bloqué pour des raisons tactiques, politiciennes. Elisa Bertolomé, vous êtes à l'Assemblée, les débats ont repris, c'est le 3e jour. Est-ce qu'il y a enfin une chance que le texte soit voté ? Alors oui, ça a repris et c'est beaucoup plus calme depuis 2 heures, depuis que finalement le Premier ministre est venu s'exprimer dans l'hémicycle. C'était une demande des oppositions qui voulaient l'interroger notamment sur les propos largement commentés d'Emmanuel Macron. Jean Castex a mis un soin tout particulier à ne pas vraiment leur répondre et il a continué, lui, à cibler les Français non vaccinés, mais dans un langage un peu plus sobre. Oui, nous devons favoriser la vaccination et oui, il y a une difficulté avec nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre, qui a également invité les différents groupes à poursuivre les débats sur ce projet de loi sanitaire qui traîne ici à l'Assemblée depuis lundi. L'exécutif continue d'afficher la vaccination et le pass vaccinal comme les meilleurs outils pour lutter contre cette épidémie. Mais la date d'entrée en vigueur de ce pass vaccinal, le 15 janvier prochain, commence à avoir du plomb dans l'aile, car certes les débats ont repris, mais le rythme et la cadence de ces débats n'est pas encore assez rapide. Bien malin est celui qui peut savoir si ces débats se termineront cette nuit ou pas avant d'aller au Sénat. La Chambre haute, d'ailleurs, lassée d'attendre le dénouement de ces débats ici à l'Assemblée, a décidé de programmer ses propres discussions en début de semaine prochaine, lundi en commission, mardi dans l'hémicycle. Le calendrier se resserre pour le gouvernement. Je précise que Jean Castex est l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain matin sur RMC et BFM TV. J'ai une toute dernière question à vous poser. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au 49.3 ? Et est-ce que vous y êtes, vous, à titre personnel, favorable ? Moi, j'espère surtout qu'on va pouvoir poursuivre nos débats sereinement. Et s'il faut siéger jusqu'à 4h, 5h ou 6h du matin, on le fera. Et s'il faut aller jusqu'au 49.3, on ira ? On va plutôt éviter de le faire. Et on va faire en sorte que les oppositions soient peut-être responsables. Je ne peux pas parler à leur place. Parce que nous, on sera majoritaire pour le voter. Donc la question, c'est le climat dans lequel on peut le voter, le risque de ralentissement des débats volontaires et d'obstruction. Donc aux oppositions d'être responsables. On va illustrer nos propos, en tout cas, dans un instant avec notre reportage long format. Merci à tous d'avoir participé à ce premier dossier d'actualité. Il est à la rencontre de ces Français qui ne veulent pas se faire vacciner.